À 18 ans, mon père m'a vendu pour une ferme. Ce que j'ignorais, c'est que la maison de mon nouveau mari n'était pas seulement une prison, mais aussi le tombeau d'un secret bien plus terrifiant. La grande salle communale de la vallée du chêne murmurant bourdonnait d'une énergie familière, un mélange d'odeurs de torte au bœuf, de bois de pain et de la pluie qui menaçait à l'extérieur. C'était l'assemblée annuelle, le seul moment de l'année où chaque famille, des fermiers les plus modestes aux propriétaires de ranches les plus influents, se réunissait sous le même toit pour discuter des récoltes, des terres et des traditions qui nous liaient les uns aux autres. J'avais 18 ans, l'âge où le monde est une promesse, un horizon infini de possibilités. Assise entre ma mère, qui tricotait nerveusement un châle déjà terminé, et mon père, un roc de silence, je rêvais à ma propre promesse, Thomas. Il était de l'autre côté de la salle, me jetant des regards discrets par-dessus l'épaule de son père. Son sourire timide était le secret le plus précieux de mon cœur. Nous parlions de quitter la vallée, peut-être d'aller à la ville, de voir ce que la vie avait d'autre à offrir que des champs à perte de vue et des ciels immenses. Mon père, lui, ne souriait pas. Depuis des mois, un nuage sombre planait sur notre ferme. Les récoltes avaient été mauvaises, la sécheresse de l'été dernier avait épuisé nos réserves et les dettes s'accumulaient comme la poussière sur les meubles de la grange abandonnée. Je voyais les rides se creuser sur son front, la fatigue alourdir ses épaules autrefois si droites. Mais jamais, pas une seule fois, je n'aurais pu imaginer l'abîme dans lequel nous étions sur le point de tomber. Au premier rang, une place à part, se tenait Silas Blackwood. Il n'était pas un monstre, du moins pas aux yeux des autres. C'était l'homme le plus riche et le plus puissant de la vallée. Son ranch, le Blackwood Crest, s'étendait sur des collines que le soleil semblait préférer aux nôtres. Mais la richesse ne l'avait pas épargné. Un an plus tôt, sa femme, Hélène, avait été emportée par une fièvre soudaine, le laissant veuf avec 3 jeunes enfants. Depuis, Silas était une ombre. Un homme de 40 ans avec le regard d'un vieillard, un visage buriné par le vent et le chagrin. Il ne parlait presque plus, sauf pour donner des ordres à ses hommes. Sa présence à l'Assemblée était une formalité, un rappel silencieux de son pouvoir et de sa douleur. Ses 3 enfants n'étaient pas là ce soir, Dieu merci. Je ne supportais pas de voir leur tristesse muette, le reflet de celle de leur père. L'ancien Miller, notre chef de communauté, terminait son discours sur l'importance de la solidarité. Des mots que j'avais entendus toute ma vie. « Nous sommes une famille », disait-il, sa voix résonnante contre les poutres en bois. Et dans une famille, on se soutient, on se sacrifie les uns pour les autres. Je sentis mon père se régir à mes côtés. Je posai ma main sur son bras, un geste instinctif de réconfort. Sa peau était glacée. « Y a-t-il une autre affaire à discuter avant de partager le pain » demanda l'ancien Miller. Un silence s'installa. C'était généralement le moment où l'on annonçait un mariage, une naissance ou une querelle de clôture à régler. Mais ce soir, l'air était lourd, électrique. Et puis, la voix de mon père brisa le silence. Une voix rauque, méconnaissable. « Oui, ancien, j'ai une proposition à faire. » Toutes les têtes se tournaient vers nous. Ma mère arrêta de tricoter, son visage devint livide. Je sentis mon estomac se nouer. Mon père se leva, lentement, comme s'il portait tout le poids du monde sur ses épaules. Il ne me regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur Silas Blackwood. « Comme vous le savez tous, commença-t-il, sa voix gagnant une force désespérée. La terre a été dure avec ma famille. La Providence nous a tourné le dos. Mais je suis un homme de la vallée. Je crois aux anciennes coutumes. Je crois aux liens qui nous rendent plus forts que la malchance. » Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Je vis la pitié dans les yeux de nos voisins, la curiosité dans d'autres. Le visage de Thomas était crispé d'incompréhension. Mon père reporta son attention sur le premier rang. Je vois aussi la peine d'un homme bon, un homme qui a tout donné à cette communauté et à qui la vie a tout repris. Silas Blackwood a besoin d'une aide. Ses enfants ont besoin d'une mère. Son foyer a besoin d'une femme pour le tenir. Le murmure qui parcourut la salle fut comme un vent glacial. Où voulait-il en venir?
Ma gorge était si sèche que je ne pouvais plus déglutir. Je voulais crier, lui dire de s'asseoir, d'arrêter ce spectacle interminable et humiliant, mais j'étais pétrifié, cloué à ma chaise par une horreur grandissante. Mon père poursuivit ses paroles, le ton devenant celui d'un homme d'affaires concluant un marché. L'une manque de moyens, l'autre manque d'un pilier. La tradition nous a appris que l'union fait la force. Et c'est là qu'il a prononcé les mots qui ont fait basculer ma vie. Les mots qui ont brisé le cœur de ma mère et anéanti le mien en une fraction de seconde. C'est pourquoi, devant vous tous, témoins de nos vies, je propose un lien, une alliance pour sauver nos deux maisons. En échange de l'effacement de mes dettes et de la sécurité de ma ferme, j'offre ce que j'ai de plus précieux. Il se tourna enfin vers moi. Pour la première fois de la soirée, il me regarda, mais son regard était celui d'un étranger. J'offre la main de ma fille unique, Élise, à 18 ans, encore vierge, pure et intacte, forte et prête à devenir une mère. Je l'offre à Silas Blackwood. Le silence qui s'abattit fut si lourd qu'il me semblait pouvoir le toucher. Il était épais, suffocant. Le sang qui s'échappa de la gorge de ma mère était un sanglot étranglé, un bruit de douleur pure. Le sang martelait mes tempes, assourdissant tout le reste. Offerte, comme un animal, comme un lopin de terre, pour effacer une dette. Mon regard vola vers Thomas. Son visage était une toile de choc et d'impuissance, sa bouche entr'ouverte, ses yeux fixés sur moi avec une horreur que je n'oublierai jamais. La salle entière était sous le choc, les visages tournés vers moi, puis vers mon père, puis vers la silhouette sombre et immobile au premier rang. Mon monde s'était effondré. Tout ce que j'étais, tout ce que j'espérais être, venait d'être mis aux enchères publiques par mon propre père. Et le pire, c'est que l'enchère était déjà terminée. Il n'y avait qu'un seul acheteur potentiel. Tous les regards, y compris les miens, remplis de larmes brûlantes que je refusais de laisser couler, se tournaient vers la silhouette massive de Silas Blackwood. Il n'avait pas bougé, pas scié. Il était resté assis, le dos droit, fixant mon père pendant tout son discours abject. Lentement, très lentement, il se leva. L'homme mesurait près de 2 mètres, une montagne de muscles et de chagrin silencieux. La salle retint son souffle collectif. Mon destin, ma vie entière, reposait sur le mot qu'il allait prononcer. Il fit un pas en avant, ses bottes lourdes résonnant sur le plancher comme le glas. Il ne regarda pas mon père. Ses yeux, d'un gris aussi orageux que le ciel extérieur, se posèrent sur moi. Ils me scrutèrent, me jaugea, me déshabillant de mon innocence et de mes rêves. Il n'y avait ni pitié ni cruauté dans son regard, seulement une insondable lassitude. Après ce qui me parut une éternité, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et un souffle rauque s'en échappa, le premier mot de ma nouvelle vie ou de ma condamnation. J'accepte. Le mot tomba dans le silence comme une pierre dans un puits sans fond. Ce n'était pas un cri de joie, ni même une déclaration. C'était un constat, un verdict, le marteau du juge s'abattant sur le bois. La salle exhala un souffle collectif, un mélange de pitié, de soulagement et de curiosité malsaine. L'affaire était conclue. Ma vie venait d'être vendue. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient gelées quelque part au fond de ma gorge, formant une boule de glace qui m'empêchait de respirer. Je suis restée assise, regardant Silas Blackwood se rasseoir, son visage aussi impassible qu'une falaise de granit. Il venait d'acquérir une épouse comme il aurait acquis un nouveau taureau pour son élevage. Sans émotion, sans cérémonie, juste une transaction. Mon père, lui, s'est affaissé sur sa chaise, l'adrénaline du désespoir le quittant d'un coup. Il avait l'air plus vieux de 10 ans. Il n'osait pas me regarder. Il fixait la table devant lui comme si les serments du bois contenaient les réponses à une question qu'il n'aurait jamais dû poser. Ma mère, elle, pleurait sans bruit, son corps secoué de spasmes silencieux. Ses larmes tombaient sur le châle inutile, de petites taches sombres sur la laine pâle. C'était elle qui pleurait pour nous deux. De l'autre côté de la salle, Thomas s'était levé à moitié, son visage déformé par l'incrédulité et la rage. Son père a posé une main lourde sur son épaule, le forçant à se rasseoir. Leurs regards se sont croisés, le jeune loup fougueux et le vieux sage qui connaissait les règles impitoyables de notre vallée. Ne jamais défier Silas Blackwood,
Ne jamais défier la tradition, même quand elle est cruelle. Le regard de Thomas a trouvé le mien une dernière fois. Il n'y avait plus de promesses, plus de rêves de fuite, juste un abîme de désespoir qui nous séparait. C'était la fin, notre fin. Personne n'a osé rompre le silence. L'ancien Miller, mal à l'aise, a marmonné quelques platitudes sur l'esprit de communauté et a déclaré la séance levée. Les gens se sont levés, évitant notre regard, pressés de s'éloigner de la scène de mon sacrifice. Nous étions devenus un spectacle, une histoire qu'ils raconteraient à leurs enfants le soir au coin du feu, la fille vendue pour sauver la ferme. Le retour à la maison fut un cauchemar silencieux. Nous avons marché tous les trois sous la pluie fine qui avait commencé à tomber, un crépuscule gris et froid qui semblait s'être infiltré dans nos âmes. Aucun mot n'a été échangé. Le silence était plus lourd, plus accusateur que n'importe quel cri. Chaque goutte de pluie sur mon visage était comme une larme que je ne pouvais pas verser. Une fois à l'intérieur de notre petite ferme, l'odeur familière du pain et du bois de pommier me frappa comme un coup de poing. Ma maison, qui ne l'était plus? « Fais tes affaires, Élise, » dit mon père, toujours sans me regarder. Sa voix était vide. « Où vais-je » Ma propre voix était un murmure fragile. « Orange, une charrette de Blackwood viendra te chercher à l'aube. » C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un ordre. Je suis monté dans ma chambre, ce petit havre de paix sous les combles, avec ses fleurs séchées suspendues aux poutres et la petite boîte en bois où je gardais les secrets de mes 18 ans. Un ruban bleu donné par Thomas, une plume de jet trouvée près de la rivière, une lettre qu'il m'avait écrite et que j'avais lue 100 fois. Ma mère m'a suivi. Elle s'est assise sur mon lit pendant que je sortais mes quelques robes de l'armoire. Ses doigts ont effleuré la couverture rapiacée. « Je suis désolée, mon enfant », a-t-elle sangloté. « Tellement désolée. Ton père, il ne voyait pas d'autre issue. »« Il y a toujours une autre issue, » ai-je répondu, ma voix dure comme la pierre. Il a choisi la plus facile pour lui. Je n'ai pas pris la petite boîte en bois. J'ai laissé Thomas, mes rêves et mon passé derrière moi. Je n'ai emporté que l'essentiel, le strict nécessaire pour habiller le corps que j'étais devenu, une marchandise. À l'aube, comme prévu, une charrette sombre tirée par 2 magnifiques chevaux noirs s'est arrêtée devant notre porte. Un homme au visage fermé, un des employés de Blackwood, a chargé mon petit baluchon sans un mot. Mon père se tenait sur le seuil, enfin il m'a regardé. J'ai cherché une trace de regret, une lueur de l'homme qui me lisait des histoires le soir. Je n'ai vu qu'un étranger accablé de honte. Sois une bonne épouse. Fut sa seule bénédiction. Je ne lui ai pas répondu. Je suis monté dans la charrette sans un regard en arrière. Le voyage jusqu'au Blackwood Crest fut comme une ascension vers un autre monde. Nous avons quitté les terres modestes de la vallée pour grimper sur les collines opulentes de Silas. La clôture de sa propriété semblait s'étendre à l'infini. Le ranch lui-même était moins une maison qu'une forteresse, une immense bâtisse en bois sombre et en pierre grise qui semblait regarder la vallée avec une sorte de mépris arrogant. C'était intimidant, froid, sans vie. Silas Blackwood m'attendait sur le perron. Il portait les mêmes vêtements qu'à l'assemblée, comme s'il n'avait pas dormi. Son visage était une toile vierge. Il a remercié son homme d'un signe de tête et s'est tourné vers moi. « Entrez », a-t-il dit. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. L'intérieur était encore plus sombre que l'extérieur. Des plafonds hauts, des meubles massifs couverts de drap blanc dans certaines pièces, une odeur de cire froide et de poussière. Le silence était absolu, anormal pour une maison avec 3 enfants. Une femme âgée, vêtue de noir, avec un visage sévère et des cheveux gris tirés en un chignon serré, est apparue dans le hall. « Martha », dit Silas en guise de présentation. « Elle s'occupe de la maison. Martha, voici Élise. » La femme m'a jaugé d'un regard glacial qui ne laissait aucune place au doute. Je n'étais pas la bienvenue. « Les enfants sont dans le salon », a poursuivi Silas, me conduisant dans une grande pièce dominée par une cheminée de pierre éteinte. 3 pères d'yeux se sont tournés vers moi. Un garçon d'environ 10 ans, avec le même regard sombre et méfiant que son père, se tenait droit, protecteur. À côté de lui, une petite fille aux longues tresses brunes serrait une poupée de rapin contre sa poitrine, son visage caché. Et sur un tapis, un petit garçon de 4 ou 5 ans a levé des yeux bleus et curieux, le seul à ne porter le masque de la méfiance. « Léo, Clara, Sam » dit Silas sans la moindre inflexion de chaleur dans la voix. « Voici Élise, elle va vivre ici maintenant. » Léo, l'aîné, a croisé les bras. On n'a pas besoin d'elle, on avait une mère. Ces mots étaient des poignards. Clara s'est cachée un peu plus derrière son frère. Seul le petit Sam m'a regardé, le doigt dans la bouche, avant de murmurer « Tu es jolie ». Le commentaire de l'enfant a été ignoré. Silas a fait un pas vers moi. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. » Je l'ai suivi en silence à l'étage, mon cœur battant la chamade.
Allait-il me conduire à sa chambre? L'idée me donnait la nausée. Il m'a mené au bout d'un long couloir jusqu'à une porte en chêne massive. Il l'a ouverte, révélant une chambre immense, la plus grande que j'ai jamais vue. Elle était dominée par un lit à baldaquin majestueux, mais la pièce était figée dans le temps. Sur la coiffeuse, une brosse en argent reposait à côté d'un flacon de parfum à moitié vide. Des robes élégantes pendaient encore dans une armoire entr'ouverte. Des portraits d'une belle femme aux cheveux blonds et au sourire doux ornaient les murs. C'était sa chambre, la chambre d'Hélène, un mausolée. Je me suis arrêté sur le seuil, incapable d'entrer. C'était une profanation. Silas s'est tourné vers moi, son ombre me recouvrant entièrement. « Ceci est votre chambre maintenant, dit-il, sa voix basse et dénuée de toute émotion. Il m'a tendu une clé en fer. Ne sortez pas de cette aile de la maison sans ma permission. Martha vous apportera ce dont vous avez besoin. » J'ai regardé la clé, puis son visage. Permission? Une aile de la maison? Ce n'était pas un mariage, c'était une incarcération. Je n'ai pas pris la clé. Il l'a laissée tomber sur une petite table près de la porte avec un bruit métallique. « Demain, a-t-il ajouté, son regard gris me transperçant, nous discuterons de vos devoirs. » Il a reculé dans le couloir, a tiré la lourde porte. J'ai entendu le son le plus terrifiant de ma vie, celui de la clé tournant dans la serrure, de l'extérieur. Le clic de la serrure fut comme un point final gravé dans la chair de mon âme. J'étais une prisonnière, une chose précieuse, achetée et mise sous clé. Pendant un instant, la panique a menacé de me submerger. J'ai porté la main à la poignée en fer froid, la secouant vainement. La porte était aussi inébranlable que le propriétaire de cette maison. Je me suis retourné, le dos appuyé contre le bois, et j'ai inspecté ma cage dorée. La chambre était magnifique, d'une opulence que je n'aurais jamais pu imaginer. Le lit à baldaquin était drapé de velours bleu nuit, les draps d'un blanc immaculé. Une immense fenêtre donnait sur un jardin à l'abandon, envahi par les ronces et les herbes folles, un miroir parfait de l'état de cette maison. Sur les murs, Hélène Blackwood me souriait depuis ses cadres dorés. Belle, aimée, vivante. Son fantôme hantait chaque recoin, chaque objet. Son parfum flottait encore faiblement dans l'air, un mélange de lavande et de vanille. J'étais une usurpatrice dans le sanctuaire d'une morte. Les premières heures, je les ai passées assises sur le rebord de la fenêtre, regardant le ciel s'assombrir. Je n'ai pas pleuré. La colère était une braise chaude dans ma poitrine, me protégeant du froid du désespoir. Comment mon père avait-il pu faire ça? Comment Silas Blackwood pouvait-il être si cruel? Ce n'était pas la peine d'un veuf, c'était le calcul froid d'un homme qui enterrait un chagrin sous une couche de contrôle absolu. Il ne voulait pas d'une épouse, il voulait une gardienne, une gouvernante, une possession pour remplir le vide laissé par sa femme. Et il voulait s'assurer que cette nouvelle possession ne s'enfuirait pas, comme la vie s'était enfuie d'Hélène. Le soir, Martha a ouvert la porte sans frapper. Elle a déposé un plateau sur une petite table contenant une soupe claire, un morceau de pain et un verre d'eau. Elle ne m'a pas regardé. « Le maître dit que vous devez manger », a-t-elle déclaré d'une voix sans timbre, avant de repartir et de refermer la porte à clé. J'ai regardé la nourriture avec dégoût. Je n'ai pas mangé. La faim était un lointain souvenir, éclipsé par la faim de liberté. La première nuit fut la plus longue de ma vie. Je n'ai pas dormi dans le lit d'Hélène. J'ai pris une couverture et je me suis enroulé sur le fauteuil près de la fenêtre, veillant comme un soldat en territoire ennemi. Chaque craquement de la grande maison, chaque murmure du vent dans la cheminée me faisait sursauter. Je pensais à Thomas, à son visage dévasté. Aurait-il essayé de se battre pour moi? Ou aurait-il compris, comme tous les autres, que contre Silas Blackwood, on ne gagne jamais? Le lendemain matin, Silas est venu lui-même. Il a ouvert la porte et est entré, dominant la pièce de sa stature. Il a vu mon plateau intact et la couverture sur le fauteuil. Un pli a marqué son front, la première expression que je voyais sur son visage depuis mon arrivée. « Vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas dormi dans le lit », a-t-il constaté, non pas comme une question, mais comme une lecture de faits. Je ne suis pas un animal que l'on enferme, ai-je répondu, ma voix tremblante mais ferme. Il a fait quelques pas dans la pièce, ses yeux balayant l'espace. Cette maison a des règles, Élise, ma femme les connaissait, vous les apprendrez. Je ne suis pas votre femme, ai-je craché, la braise de ma colère s'attisant. Il s'est arrêté devant moi, si près que je devais lever la tête pour le regarder. Son ombre me glaçait. Vous l'êtes aux yeux de Dieu et de la vallée, c'est tout ce qui compte. Maintenant, vos devoirs. Sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée d'une autorité qui ne tolérait aucune discussion. Vous vous occuperez des enfants. Léo a besoin d'aide pour ses leçons. Clara ne parle presque plus depuis la mort de sa mère, peut-être une présence féminine l'aidera. Sam est Sam. Vous prendrez vos repas avec eux.
Vous vous assurez qu'ils sont propres, nourris et couchés à l'heure. Martha gère la maison, ne vous mêlez pas de son travail. Vos journées se passeront dans l'aile des enfants et dans le jardin, nulle part ailleurs, sauf si je vous y autorise. Est-ce clair? C'était clair. J'étais la nouvelle nounou, avec le titre d'épouse, payée non pas en argent, mais avec la ferme de mon père. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement soutenu son regard gris orage. Mon silence sembla l'irriter. « Est-ce clair ?» répéta-t-il, le ton un peu plus dur. J'ai hoché la tête, une seule fois, un mouvement sec. « Bien. Maintenant, levez-vous, lavez-vous et habillez-vous. Vous trouverez des vêtements dans l'armoire. Portez-les. Je ne veux plus voir ces aïeux de fermière dans ma maison. » Il a jeté un regard méprisant sur la simple robe de coton que je portais. Il parlait des vêtements que ma mère avait cousus pour moi. Il parlait de ma vie d'avant. Il est parti, la porte ouverte cette fois. C'était un test, une laisse qu'il desserrait pour voir si j'allais tirer dessus. Je suis resté immobile jusqu'à ce que le son de ses pas s'éloigne. Puis, avec une lenteur infinie, je me suis dirigé vers l'armoire. Elle était remplie des robes d'Hélène. Des soies, des velours, des cotons fins, dans des couleurs douces que je n'avais jamais portées. J'en ai sorti une simple robe de jour de couleur crème. Elle sentait encore son parfum. En l'enfilant, j'ai eu l'impression de voler la peau d'une autre femme. J'ai regardé mon reflet dans le grand miroir. C'était moi, mais ce n'était pas moi. J'étais un fantôme dans les vêtements d'un autre fantôme. Mes journées ont pris un rythme monotone et oppressant. Le matin, je descendais dans l'aile des enfants, une partie de la maison un peu moins lugubre, mais tout aussi silencieuse. Léo me traitait avec un mépris glacial, me défiant du regard, refusant mon aide pour ses leçons. « Ma mère m'aidait mieux que vous », me lançait-il. Clara restait muette, ses grands yeux tristes me suivant partout, serrant sa poupée comme une bouée de sauvetage. Seul le petit Sam, dans son innocence, venait parfois s'asseoir près de moi, me tendant un jouet en bois. C'étaient les seuls moments où un rayon de lumière perçait les ténèbres. Les repas étaient des épreuves. Nous mangions tous les quatre en silence dans une petite salle à manger attenante à la nurserie. Je forçais les enfants à manger, alors que moi-même je n'avais aucun appétit. Silas ne se joignait jamais à nous. Je ne le voyais que le soir, lorsqu'il venait vérifier si les enfants étaient couchés. Il apparaissait sur le seuil de ma chambre, son regard balayant la pièce pour s'assurer que j'étais là avant de repartir sans un mot. Nous n'avions échangé aucune parole depuis sa liste de devoirs. J'ai commencé à passer mes après-midi dans le jardin en friche, comme il me l'avait permis. C'était mon seul refuge. J'ai commencé à arracher les mauvaises herbes, à tailler les rosiers sauvages, à essayer de redonner vie à ce qui avait été abandonné. C'était un travail éreintant, mais il me permettait de ne pas penser. Mes mains étaient sales, mon dos endoli, mais pour la première fois, je me sentais utile. Je créais quelque chose au lieu de simplement subir. Un après-midi, alors que je dégageais un massif de fleurs étouffées, j'ai senti une petite présence derrière moi. C'était Clara. Elle se tenait là, silencieuse, sa poupée à la main. Je ne lui ai rien dit, de peur de la faire fuir. J'ai continué à travailler. Après un long moment, elle a murmuré, sa voix si faible que c'était à peine un souffle. Maman aimait les pivoines. Mon cœur a raté un battement. C'étaient les premiers mots qu'elle m'adressait. Je me suis retourné lentement. « Lesquels ?» ai-je demandé doucement. Elle a montré du doigt un enchevêtrement de feuilles mortes et de tiges sèches. J'ai commencé à dégager la zone avec précaution. Et sous les débris, j'ai trouvé les bourgeons tenaces d'un pied de pivoine qui luttait pour survivre. À partir de ce jour, quelque chose a changé. Clara venait me rejoindre tous les jours dans le jardin. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle restait près de moi, me montrant où sa mère avait planté telle ou telle fleur. Léo a commencé à m'observer de loin, sa méfiance toujours présente, mais teintée d'une pointe de curiosité. Une semaine plus tard, j'ai trouvé une petite boîte en fer rouillée en creusant près du vieux banc de pierre. Elle était coincée entre deux racines. Je l'ai ouverte avec difficulté. À l'intérieur, protégé par un tissu de soie, il y avait un journal à la couverture de cuir. Le journal intime d'Hélène Blackwood. Mon premier réflexe a été de le refermer. C'était une violation de son intimité. Mais la tentation était trop forte. Je devais comprendre la femme dont j'occupais la place. Ce soir-là, dans ma chambre, à la lueur d'une bougie, j'ai commencé à lire. Ces premières pages étaient pleines d'amour pour Silas, de joie pour la naissance de ses enfants, de descriptions heureuses de sa vie au ranch. Mais en avançant dans le temps, le ton a changé. Une ombre s'est glissée entre les lignes. Elle parlait de la possessivité de Silas, de sa jalousie, de son besoin de tout contrôler. Elle décrivait des colères froides, des silences punitifs. « Il m'aime », écrivait-elle, « mais son amour est une cage. Il a peur de me perdre, alors il me serre si fort que j'étouffe.
Je lisais, horrifié, reconnaissant dans ces mots l'homme que je côtoyais tous les jours. Puis, je suis arrivé aux dernières pages, datant des semaines précédant sa mort. L'écriture était devenue fiévreuse, presque illisible. Il sait, je ne sais pas comment, mais il sait. Il a trouvé les lettres. Il me regarde différemment. Il ne crie pas, c'est pire. Il est calme. Ce calme me terrifie. Il ne me laissera jamais partir, jamais. La dernière entrée, datée de la veille de sa mort, ne contenait qu'une seule phrase, griffonnée à la hâte. La fièvre n'est pas ce que l'on croit. Il a trouvé un moyen. Sous le plancher du... La phrase s'arrêtait là. La fièvre n'est pas ce que l'on croit. Mon sang se glaça dans mes veines. Une fièvre soudaine, c'était la version officielle. Mais ces mots suggéraient autre chose. Quelque chose de terrible, quelque chose de bien pire qu'une maladie. Et la phrase inachevée, sous le plancher de quoi? La cave? La grange? Ma chambre? Un bruit soudain dans le couloir m'a fait sursauter. J'ai refermé le journal et l'ai caché sous mon matelas, juste au moment où la poignée de ma porte commençait à tourner. Silas est entré, plus tard que d'habitude. Il ne m'a pas regardé. Son regard s'est posé sur le plancher, près de la cheminée, un endroit où une lame de parquet semblait légèrement plus foncée, à peine décalée des autres. Son regard sur cette lame de parquet n'a duré qu'une seconde, mais dans le silence glacial de la chambre, cette seconde s'est étirée en une éternité lourde de sens. Il a dû sentir mon attention, car ses yeux gris se sont immédiatement relevés pour croiser les miens. Un éclair indéfinissable a traversé son regard, de la méfiance, de la surprise, avant que son masque impassible ne se remette en place. « Les enfants dorment », a-t-il dit, sa voix toujours aussi neutre. Puis il s'est retourné et est parti, refermant la porte sans la verrouiller. Il ne la verrouillait plus depuis une semaine, une autre laisse desserrée dans son jeu de contrôle. Mais ce soir, la porte ouverte n'était plus une promesse de liberté, mais une menace. Je n'ai pas dormi. Le journal d'Hélène semblait me brûler la peau à travers le matelas. La fièvre n'est pas ce que l'on croit. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête, se mêlant à l'image de Silas fixant le plancher. J'ai attendu des heures, écoutant les bruits nocturnes de la maison, jusqu'à ce qu'un silence de mort s'installe, un silence qui signifiait que même les fantômes s'étaient endormis. Alors, pieds nus, tremblante, je me suis glissée hors du lit. J'ai allumé une bougie, sa flamme dansante et projetant des ombres monstrueuses sur les murs. Je me suis agenouillé sur le sol froid, près de la cheminée. La lame de parquet était bien là, légèrement différente des autres, comme si elle avait été soulevée puis replacée. Mes ongles n'ont trouvé aucune prise. J'ai cherché dans la chambre un objet fin et solide, la lime à ongles en argent sur la coiffeuse d'Hélène. Avec des mains moites, j'ai glissé la pointe de la lime dans la fine fissure. J'ai fait levier, doucement, priant pour ne pas faire de bruit. Le bois a gémi, un son qui a fait sursauter mon cœur. Et puis, la lame a cédé. En dessous, il y avait une petite cavité, juste assez grande pour une boîte. Ce n'était pas une boîte en fer, mais une petite boîte de pharmacie en bois. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je l'ai sortie. Elle n'était pas fermée à clé. À l'intérieur, sur un lit de coton, reposait une petite fiole de verre sombre, à moitié vide. Il n'y avait pas d'étiquette, mais une odeur âcre et amandée s'en dégageait faiblement. Et à côté, une pile de lettres, liées par un ruban de satin bleu. Des lettres d'amour. Mais elles n'étaient pas signées par Silas. Elles étaient signées T. Thomas, le père de Thomas, le médecin de la vallée. C'est lui qu'Hélène aimait. Elle allait s'enfuir avec lui. Silas l'avait découvert. Et la fièvre soudaine a pris tout son sens. Ce n'était pas une maladie, c'était du poison, lent, indétectable, administré jour après jour jusqu'à ce que la mort semblait une fatalité. Silas n'était pas un veuf éploré, c'était un meurtrier. Je me suis relevé d'un bond, la boîte serrée contre ma poitrine. Il fallait que je parte, maintenant. Avec cette preuve, je pouvais aller voir l'ancien Miller, le shérif. Il fallait que je protège les enfants de cet homme, et moi-même. J'ai enfilé ma vieille robe de fermière, la seule chose qui m'appartenait vraiment. J'ai caché la boîte sous mon châle et j'ai ouvert la porte de ma chambre. Le couloir était un tunnel d'obscurité. Chaque pas sur le plancher craquant était une torture. J'ai descendu l'escalier principal, évitant les marches que je savais bruyantes. La porte d'entrée était verrouillée, un énorme pêne de fer la barrait. Pas par là. La cuisine. Il y avait toujours une porte de service.
J'ai traversé le grand hall, passant devant le salon où, dans la pénombre, une silhouette était assise dans un fauteuil, face à la cheminée éteinte. Silas. Mon sang s'est transformé en glace. Je me suis figé, espérant qu'il ne m'ait pas entendu. Mais il a parlé, sa voix calme et sinistre résonnant dans le silence. « Vous cherchez quelque chose, Élise. » Il ne s'est pas retourné. Je ne pouvais ni parler, ni bouger. J'étais pris au piège. Lentement, il s'est levé et s'est tourné vers moi. Ses yeux, dans l'obscurité, semblaient être deux trous noirs. « Je savais qu'elle avait caché ces choses quelque part, a-t-il dit. Je n'ai jamais trouvé où. Mais vous lui ressemblez, plus que je ne le pensais. Vous avez la même curiosité. » Il a fait un pas vers moi. « Donnez-moi ça. » J'ai reculé, serrant la boîte plus fort. « Non. C'est une affaire de famille, ça ne vous concerne pas, a-t-il dit, sa voix devenant plus dure. « Vous l'avez tuée !» ai-je crié, trouvant ma voix dans la terreur. « Vous l'avez empoisonnée parce qu'elle voulait vous quitter !» Un silence terrible s'est abattu. Le masque de Silas s'est fissuré, révélant la rage et la douleur qu'il cachait. Elle n'allait nulle part, elle était ma femme, la mère de mes enfants, elle m'appartenait. Tout comme vous m'appartenez maintenant. Il a fait un autre pas. J'ai continué à reculer jusqu'à ce que mon dos heurte le mur froid. « Papa ?» Une petite voix a retenti depuis le haut de l'escalier. Léo se tenait là, en chemise de nuit, se frottant les yeux. Derrière lui, Clara et le petit Sam étaient apparus. Ils avaient tout entendu. Le visage de Silas s'est décomposé. Voir ses enfants, témoins de sa noirceur, a semblé le briser. Il s'est arrêté net. Léo a descendu les marches, son regard passant de son père à moi. « C'est vrai ?» a-t-il demandé, sa voix d'enfant tremblant de l'horreur d'un adulte. « C'est toi qui as fait du mal à maman ?» Silas n'a pas répondu. Il a simplement regardé son fils, le reflet de son propre crime dans ses yeux innocents. C'était sa condamnation, plus puissante que n'importe quel shérif, que n'importe quel juge. J'ai profité de cet instant. J'ai couru vers la porte de la cuisine, j'ai lutté avec le verrou et je me suis enfui dans la nuit glaciale. Je n'ai pas arrêté de courir, à travers les champs, les collines, jusqu'à ce que les lumières du village apparaissent. Je suis allé directement chez l'ancien Miller. La suite a été un tourbillon. Le shérif a été réveillé. La boîte, la fiole, les lettres d'Hélène ont été présentées comme preuve. Une délégation d'hommes est partie pour le ranch. Ils ont trouvé Silas assis dans son fauteuil, regardant le feu éteint, sans opposer la moindre résistance. Il a tout avoué. La vallée était sous un choc encore plus grand que celui de l'Assemblée. L'homme qu'ils admiraient et craignaient était un monstre. Mon père est venu me voir, le visage ravagé par la honte et le remords. « Pardonne-moi, Élise, je ne savais pas, je voulais juste nous sauver. » Je ne lui ai pas pardonné, pas tout de suite. Le pardon prend du temps. Mais j'ai vu l'homme brisé qu'il était, et j'ai compris que sa propre conscience serait sa prison. Notre ferme a été sauvée, non par mon sacrifice, mais par la vérité que j'avais mise au jour. Les biens de Silas ont été utilisés pour éponger ses dettes et pour créer un fonds pour ses enfants. Ces enfants, que sont-ils devenus? Ils ont été confiés à leur tante, la sœur d'Hélène, qui est venue de la ville pour s'occuper d'eux. Le jour de son départ, je suis allé leur dire au revoir. Léo ne m'a pas regardé, toujours perdu dans sa douleur. Mais Clara est venue vers moi et m'a serré la main. « Merci d'avoir trouvé les pivoines de maman », a-t-elle murmuré. C'était assez. Quant à moi, je n'ai pas épousé Thomas. Notre histoire s'était brisée ce soir-là, à l'Assemblée. J'étais devenue une autre femme, marquée par l'ombre de Blackwood Crest. J'ai utilisé l'argent que la communauté a insisté pour me donner en dédommagement et j'ai quitté la vallée du chêne murmurant. J'ai pris une diligence pour la ville, pour voir ce que la vie avait d'autre à offrir que des champs à perte de vue et des ciels immenses. Aujourd'hui, je tiens une petite librairie dans une rue animée. L'odeur des vieux papiers a remplacé celle de la terre et du bois de pin. Parfois la nuit, je rêve encore de cette maison sombre sur la colline. Mais quand je me réveille, je suis libre. Je n'ai pas été offerte, je n'ai pas été vendue. J'ai survécu. Et j'ai appris que la plus grande force ne réside pas dans l'obéissance aux traditions, mais dans le courage de déterrer la vérité, même si elle se trouve sous le plancher d'une chambre où l'on vous a enfermé.